Nous ne pouvons pas acheter un pain. Nous ne pouvons pas faire un Airtel Money. C'est pour ça que les autres disent le Gabon est la marmite du monde. Il faudrait ouvrir les yeux aux Gabonais pour leur montrer voici la richesse. Je le disais. Mais comment ouvrir les yeux? Parce que le débat n'est pas C'est ça le problème. Non, Comment c'est ouvrir les yeux aux justement Gabonais? cela. Vous allez voir, moi j'ai fait une étude en 2005. Vous savez, à Momboué, avant 1986, il n'y avait pratiquement pas de femmes gabonaises qui vendaient à Momboué. En 2005, nous avons recensé plus de 5000 Gabonaises qui vendent dans les marchés de Libreville. C'est possible d'avoir des entrepreneurs gabonais. Il faudrait que ça soit une volonté politique et c'est ce que moi je vais faire. Nous aurons la volonté politique. Moi, quand je suis né dans mon village, à Bitam, j'ai trouvé mon père et ses frères étaient agriculteurs. Ils cultivaient le cacao. Certains avaient des voitures, des Mercedes, 1924, des MAN diesel, des Tugroto. Moi, je les ai trouvés, c'était des Gabonais. Ils étaient au village. C'était une certaine bourgeoisie. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas refaire ça avec les Gabonais. Sauf qu'il y a eu un certain nombre de dérives et que l'État a travaillé pour briser cette richesse, cette bourgeoisie qui échappait aux politiques. Ce sont les politiques qui ne veulent pas que les Gabonais deviennent des entrepreneurs. Un jour, j'ai reçu des jeunes Gabonais chez moi. Ils m'ont dit, Monsieur Milama, nous, on voulait faire Airtel Money. Nous avons fait des dossiers, nous les avons déposés, mais personne ne veut nous recevoir. Mais le Malien nous a dit, si vous voulez faire cela, avoir l'agrément, passez par moi. Il faut casser les monopoles et permettre aux Gabonais de pouvoir jouir de leurs ressources. Est-ce qu'il ne sera pas bien? Et c'est pour ça qu'au niveau de l'économie, moi, au niveau du domaine économique, je vais mettre en place un vaste programme Gabon Entrepreneuriat. Est-ce qu'il n'est pas normal que l'extraction de sable soit prioritairement donnée aux Gabonais eux-mêmes? Est-ce qu'il n'est pas normal que les places dans les marchés de Momboué et de Nkembo soient prioritairement données aux Gabonais eux-mêmes? Est-ce qu'il n'est pas normal que l'exploitation de notre gravier soit prioritairement donnée aux Gabonais eux-mêmes? Voici autant de poches où les Gabonais peuvent devenir des entrepreneurs et gagner dignement leur vie. Regardez qui vend le sable ici au Gabon. Regardez qui vend le gravier ici au Gabon. Donc moi je pense que nous devons mettre en place cette préférence nationale pour encourager les Gabonais à occuper ces secteurs d'activité. Et quand l'État décide, l'État peut toujours et nous allons avoir des bons résultats. Monsieur Milama Mintogo, vous estimez que le Gabon est très riche. Vous entendez par là le sous-sol gabonais. Mais vous savez également que ce sous-sol, que les matières de ce sous-sol, tant qu'elles ne sont pas transformées, on ne peut pas véritablement parler de richesse. Comment vous allez faire pour transformer ces matières premières? Je ne veux même pas aller sur ces matières de sous-sol. Je vous parle. Regardez les vendredis. Vous pensez que toutes ces personnes qui vont à la mosquée vendredi et qui bloquent notre économie sont là pour nos richesses de sous-sol? Non, je ne pense pas. Là ça, c'est un autre niveau. Donc, nous allons mettre au niveau de l'industrialisation, nous allons continuer à faire l'industrialisation avec des partenaires extérieurs. Ceux qui viennent chez nous, nous allons encourager l'arrivée des investisseurs chez nous. C'est pour cette raison. Revenons un tout petit peu sur l'agriculture pour parler du Wellington. Comment aujourd'hui relancer la filière cacaoyère au-delà des efforts? Alors, justement, je voulais le dire parce que vous préconisez les cultures de rente. Or, aujourd'hui, en dehors de ceux qui, puisque vous êtes un bon Wellingtonois, en dehors du cacao, on a introduit l'EVA. Aujourd'hui, ce qui a causé beaucoup de problèmes au niveau même de la province du Wellington, qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à convaincre les Gabonais que la culture de l'EVA, ça peut rapporter, d'autant plus que les expériences passées et présentes, passées parce que les plantations sont vieillissantes, présentes, ça cause des problèmes. Finalement, comment faire pour être producteur de cacao? Je vais d'abord dire, c'est-à-dire moi, je ne sais pas la promotion des cultures de rente. Moi, j'ai dit de l'agriculture en général parce que je parle de ce que les Gabonais doivent d'abord manger. Je parle terre à terre. C'est-à-dire, nous devons d'abord nous-mêmes cultiver ce qui nourrit le peuple gabonais. J'ai parlé de 400 milliards de francs CFA. Ça, c'est un. Donc, nous allons encourager des personnes à cultiver le manioc, le maïs et tout le reste. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans les marchés de Montbouet. Combien les populations hors du Gabon, des expatriés, récupèrent ici juste pour le foufou maïs, le foufou manioc et autres. C'est des véritables marchés
dans lesquels nous pouvons amener les Gabonais à pouvoir travailler. Maintenant, la culture du cacao, je crois qu'il n'y a pas eu pour le moment un grand projet. Moi, je ferai un projet sérieux de cacao. La Caisse stable, normalement, n'est pas là pour faire cultiver du cacao, ou bien pour gérer des programmes de cacao culture. La Caisse stable est là pour pouvoir acheter du cacao. Mais c'est la Caisse stable qui est responsable de la mort du cacao dans le Holentène. Je l'ai vécu. Vous savez, il y avait un système très clair qui existait entre le planteur et l'acheteur, qui était privé. C'est-à-dire, l'acheteur finançait le planteur, sachant que dans les périodes difficiles, il pouvait anticiper en lui accordant des crédits. Il y avait une relation humaine entre les deux. Mais, brutalement, quand l'État arrive dans le secteur, les appuis ont été enlevés. Non seulement les appuis ont été enlevés, mais en plus de ça, on a commencé à classifier le cacao sans pourtant avoir formé le planteur à cette nouvelle technique. Moi, j'ai vu des gens, quand ils arrivaient, quand j'étais très jeune, avec 50 sacs, on lui dit, vos 50 sacs sont déchets. Et en ce moment, le kilogramme de déchets était à 115 francs. Vous imaginez quelqu'un qui a travaillé et qui voit toute sa récolte pratiquement bradée. C'est comme ça que, petit à petit, les populations ont abandonné. Et moi, j'accuse l'État, j'accuse le système Bongo. Je dis que c'est ce système qui a détruit le cacao dans le Holentène pour assujettir ces populations qui étaient indépendantes et qui construisent déjà une bourgeoisie. Mais je crois que j'ai honte. Alors ça, c'est le constat. Maintenant, quelles mesures envisagez-vous? Mais il faut ramener le cacao dans les mains des privés. L'État n'a rien à voir avec ça. L'État n'a rien à voir avec ça. Il faut recréer un système entre les acheteurs, qui soient du privé, et les planteurs, et mettre en place un système d'encadrement. La seule chose que l'État doit faire, c'est d'encadrer les populations à planter. Pas acheter le cacao. Ce n'est pas le rôle de l'État d'aller acheter du cacao. Alors, dans le secteur du bois, quelle innovation allez-vous apporter au-delà de celle prise par l'actuel président, candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba? Oui, vous savez, le président a arrêté les exportations du bois. Je crois qu'il faut renégocier avec les forestiers parce que le choc a été brutal. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de Gabonais qui se retrouvent dans les forêts, sans emploi. Il faut regarder ça avec ceux qui sont là, des entreprises du bois, pour essayer de trouver un accord. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place un système interne pour la transformation et l'utilisation de notre bois. C'est pour cette raison que moi j'ai dit que d'abord, pour permettre au secteur de vivre et de créer de l'emploi, nous devons former des jeunes Gabonais pour qu'ils deviennent des entrepreneurs dans le secteur du bois. L'État doit lancer des grands programmes de construction, mais en utilisant le bois. Pour moi, les édifices publics, les logements sociaux, aussi bien au niveau des collectivités qu'au niveau de l'État central, doivent être conçus en bois à hauteur à peu près de 80%. Nous avons eu des édifices en bois ici, au niveau des cités des charbonnages et ailleurs, mais l'État n'a pas pu, dans un premier temps, exploiter ce potentiel local que je vais utiliser et mettre des Gabonais là-dessus. Nous pouvons créer énormément d'emplois dans le secteur du bois. Alors, ce qu'on a fait, on a arrêté, mais il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, il n'y a pas eu une industrie locale organisée. C'est pour ça que la Banque mondiale a pensé que c'était un échec. Monsieur Milama, on va revenir un peu à la culture de l'EVA et du palmier à huile que vous préconisez. Ça posait un problème de terre, et ça pose en Amérique du Sud et en Asie. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes dans certains pays africains. On s'accapare des terres qui produisent. Et puis, aux paysans, les paysans n'ont plus rien. Finalement, la petite agriculture que vous voulez promouvoir n'aura plus de terres arables. Nous avons 85% de notre territoire qui n'est pas encore utilisé. Nous avons plus de 1 400 000 hectares de terres arables qui n'est pas encore utilisée. Si vous prenez, quand vous regardez ce que les agro-industries prennent, je crois que nous sommes à peu près à 200 000 hectares. Vous voyez le gap. Je crois que nous avons suffisamment de terre pour pouvoir développer les cultures vivrières et les cultures maraîchères. Maintenant, vous avez parlé de la culture de l'EVA. Vous savez, les personnes les plus riches dans la zone de Bitam cultivent l'EVA. Il y a un problème d'information. Quand l'EVA est arrivé,
il y a eu une publicité dessus, mais sans pourtant aller regarder exactement ce que ça a rapporté. L'EVA et le cacao, quand vous comparez les deux, si vous allez voir les populations qui font ces deux cultures, vous allez voir qu'ils ont préféré faire de l'EVA parce que l'EVA produit plus d'argent et l'EVA produit de l'argent tout au long de l'année. Mais il y a eu des luttes qui parfois dépassent le cadre national. C'est le cas du palmier à huile. Au Gabon, le vrai problème qui s'est posé sur l'EVA n'était pas en réalité le problème de l'EVA. Si vous cherchez cette documentation, vous comprendrez que c'était plutôt le problème de l'huile de palme. Il y a une lutte mondiale au niveau de l'huile de palme. Comment ça se fait? Vous savez, le palmier pousse dans les pays tempérés, dans des pays comme les nôtres, mais non en Occident. Là-bas, il y a une lutte entre les huiles de soja, les huiles de colza, et les huiles de palme qui aujourd'hui prend 56% du marché mondial de l'huile. Ça gêne certaines industries et c'est cette lutte qui fait qu'on peut taxer cette huile, on peut lui accorder un certain nombre de choses, mais je pense que c'est des bagarres qui dépassent le petit Gabon. Mais ça peut se refléter c'est la production finale. Parce que nous avons des agro-industries qui, au niveau du monde, sont placées et qui sont installées chez nous et qui sont combattues ailleurs et le combat arrive chez nous. Donc ce n'est pas un débat scientifique souvent, mais c'est des bagarres politiques et des intérêts économiques qui sont en jeu. Mais monsieur Milama, lorsque vous avez votre production, il va falloir bien les courir quelque part. Donc ne dites pas que ce n'est pas un problème qui concerne le Gabon. Vous allez prendre par exemple les VA. Le caoutchouc se porte très mal sur le marché. Pourquoi est-ce que insister sur le caoutchouc, sur les VA, alors qu'on aurait pu intensifier par exemple la production du cacao qui se porte légèrement mieux que mais je vous dis, sur les marchés. Le Gabon ne produit pas de l'EVA, ce sont des multinationales qui produisent de l'EVA. Mais qui sont implantés et que vous allez certainement encourager, puisque vous estimez que c'est un secteur dans lequel il va falloir investir. Moi, je vous ai dit que je vais investir sur le Gabonais pour qu'il puisse mettre en place, parce que ce que nous pouvons contrôler, nous avons un problème important, c'est que notre déficit en matière de produits alimentaires. C'est le gap que je veux régler. Mon gap n'est pas forcément d'aller dans les cultures de rente. Il faut d'abord régler ce qui est urgent. Il faut que les Gabonais puissent manger gabonais. Ce que vous ignorez parfois, c'est que quand vous mangez, quand vous êtes chez vous et que vous prenez un produit qui vient du Cameroun, vous ne connaissez pas dans quelles conditions ce produit a été non seulement dans quelles conditions l'agriculteur a pu élever son produit, quels sont les pesticides qui ont été utilisés, est-ce que c'est homologué? Non, nous avons ça ici et nous pouvons prendre des maladies, nous pouvons avoir beaucoup de problèmes parce que nous ne connaissons rien de ce produit. Donc il y a l'insécurité alimentaire s'installe aussi parce que nous consommons des produits dont nous ne connaissons absolument rien du processus. Et c'est un danger. Donc il n'est pas bon que nous soyons nourris exclusivement et totalement de l'extérieur. Ça c'est évident. Alors, M. Milama, vous préconisez la création et le développement des partenariats publics-privés. Dans quel secteur ils vont principalement opérer? Dans pratiquement tous les secteurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Vous savez, à l'extérieur, nous avons des agro-industries, nous avons des industries qui veulent investir chez nous. Nous avons fait des parais étatiques qui ont échoué. Je crois que dans chaque domaine, nous pouvons étudier avec des multinationales comment trouver des accords pour investir ensemble. Parce qu'ils ont une technicité, ils ont la facilité de récolter des fonds au niveau mondial. Et nous avons un Gabon riche. Je crois qu'on peut toujours trouver ensemble des accords pour aller ensemble et pouvoir travailler le Gabon. Alors vous prenez l'exemple, on va prendre l'exemple de l'AM, qui est un véritable partenariat public-privé entre le Gabon et des privés. Mais on se rend compte qu'au niveau de Mouila, par exemple, il y a une énorme plantation, il y a une usine de transformation, les populations sont employées, mais on ne trouve plus la nourriture. Les populations n'arrivent plus à planter. Mais c'est pour cette raison que je vous dis, il faut, à côté de cela, des entrepreneurs qui puissent avoir des grandes plantations pour nourrir la population. Ouais, ça va se compléter. Mais dès lors que les terres arables sont prises pour la culture du palmier... Non, mais au niveau de Mouila, vous savez bien que les bananes, le palmier est souvent
cultivés dans des zones de savane qui ne sont pas souvent utilisées par les populations, qui sont laissées. Et c'est même une grâce que nous pouvons utiliser ces zones de savane pour pouvoir produire quelque chose ici au Gabon. Alors, et même les populations, je crois que les populations devraient prendre et pouvoir aussi, c'est pour ça, dans les zones de savane, nous pouvons lancer des jeunes promoteurs dans le palmier à huile. Et c'est facile puisque les travaux sont réduits. Alors vous préconisez aussi la création, la transformation des matières premières localement. Mais comment vous allez y parvenir si vous ne produisez pas l'électricité? Parce qu'au niveau de l'électricité, aujourd'hui, on a un grave problème. Moi, je crois que pas aussi grave que ça. Parce que c'est depuis plus de 20 ans, le Gabon a eu à mettre en place un certain nombre de programmes et que nous avons de plus en plus d'électricité au Gabon. Et vous savez, les agro-industries, quand elles s'installent ou bien d'autres grandes industries, peuvent booster ce secteur pour pouvoir alimenter les usines que nous allons créer. Je ne crois pas. Notre nature nous a dotés de suffisamment de potentialité et nos fleuves peuvent nous permettre encore de pouvoir mettre en place des barrages capables de nous produire suffisamment. De plus en plus d'électricité, mais vous savez que pour la zone spéciale Nkok, il a fallu construire une centrale spéciale à Lenakiri. Mais oui, parce qu'au départ, nous n'avions pas prévu cela. Nous n'avions pas prévu cela. Donc, je crois qu'on va s'adapter au cas par cas, en fonction des industries qui vont s'installer. J'étais en train de travailler pour une industrie qui devait s'installer dans la zone de Franceville, mais les conditions des études pour mettre en place une production énergétique importante étaient aussi en train d'être étudiées au même moment. Alors, vous allez créer des entreprises gabonaises, dites-vous dans votre projet, sauf que vous ne nous précisez pas si elles seront privées, parapubliques ou purement nationales. Privées. Je dis bien privées. Parce que nous avons fait l'expérience du parapublic, ça a échoué. C'est du privé. Et nous voulons lancer les Gabonais dans le secteur privé. Simplement ça. Ok. Alors, pour terminer ce chapitre, un mot sur la Poste Banque, sur la Banque gabonaise de l'habitat et la Banque gabonaise de développement. Mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Des banques gabonaises de développement, à partir du moment où vous vous approchez de l'État, mauvaise gestion. Il a été prouvé ici que les fonctionnaires ne sont pas des bons managers. Mauvaise gestion des individus? Des individus. Les détournements des deniers publics, c'est ça le mal du Gabon. La mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ces structures? Si vous êtes président, vous allez les relancer ou bien vous allez en créer d'autres? Il faut totalement privatiser toutes les structures financières. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas le rôle de l'État. Mais à quel moment vous allez accompagner alors les investisseurs si ce n'est pas le rôle de l'État? Mais il faut trouver des accords. Je vous ai parlé des accords subsidiaires que nous avons trouvés quelque part entre l'État et la banque. L'État peut appuyer. Mais vous savez que le crédit bancaire coûte cher. Mais je vous ai dit ceci. Je vous ai pris l'exemple que nous avons eu à faire au FIDA, c'est-à-dire nous étudions le risque et l'État couvre le risque. Mais l'État ne gère rien. Il faut laisser les banquiers faire de la banque, pas l'État. Merci. Mais la fin de ce volet nous amène également à parler de social, qui a un lien direct avec la situation des banques au Gabon. Merci Théophile. Monsieur le Président, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Alors, vous avez donc dépeint la société gabonaise comme étant une société malade. Vous parlez des mots de défaitisme, la résignation, le vol, le crime, la paresse, le mensonge, etc. Mais je veux savoir, est-ce que les remèdes que vous proposez sont aussi efficaces que ça? Oui, vous savez, il faudrait d'abord, c'est pour ça que dès le départ, je dis, il faut premièrement un dialogue national pour discuter de ces mots. Il faut un dialogue national. La deuxième chose, il faut mettre fin à la face sombre du système Bongo, qui a favorisé l'impunité. Et je continue à le dire, c'est l'impunité qui est responsable du reste des vices. Dès que vous mettez fin à l'impunité, vous remettez le Gabonais au travail en ouvrant les yeux des Gabonais, en orientant les Gabonais. Parce que moi je dis, nous allons partir du fonctionnariat à l'entrepreneuriat. Et vous remarquerez que les Gabonais qui sont vraiment dans le secteur privé ne sont pas nuls. Ils travaillent bien, mais c'est au niveau du secteur public que les problèmes sont multiples. Mais comment mettre Il faut changer le paradigme.
Comment mettre fin à l'impunité alors qu'il y a plusieurs solidarités qui grèvent autour, qui sont autour de ceux qui sont indexés de détournements ou de crimes rituels? Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut une justice indépendante et la Commission nationale de l'éthique jouera un rôle important. Et le Haut Conseil des acteurs non étatiques jouera aussi un rôle très important. En même temps, Monsieur le Président, vous dites qu'il faut éveiller la conscience des Gabonais. Entre éveiller la conscience des Gabonais, entre changeons ensemble, entre changement de mentalité, c'est un jeu de mots, c'est pas à peu près la même chose? Je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de chaque concept. Moi, quand je parle d'éveiller les consciences des Gabonais, moi, quand je dis aux Gabonais, vous êtes heureux, vous êtes des privilégiés. Naître au Gabon est un privilège. Parce que pour les autres, venir au Gabon est un projet de vie. Il faut que le Gabonais prenne conscience de cette situation de privilège et qu'il n'en utilise pour lui-même, pour sa famille et pour le Gabon. Mais en même temps, vous avez dit que c'est l'État qui a poussé les Gabonais. Moi, j'aurais aimé que vous disiez justement que partout où on va, dans nos quartiers, on voit des tailleurs ambulants, on voit des cireurs de chaussures ambulants, et ça, on n'a pas besoin. Mais le Gabonais ne se lance pas dans ce genre de petits métiers. Le Gabonais peut faire mieux, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le Gabonais peut faire mieux, c'est pourquoi je dis devenir des entrepreneurs. Le Gabonais peut devenir entrepreneur, et les secteurs sont multiples. C'est tout. Il faudrait que l'État mette en place, et c'est ce que je vais faire, des mécanismes pour permettre aux entreprises d'éclore, pour que les Gabonais puissent devenir des entrepreneurs. C'est tout simplement ça. Donnez-nous un exemple de mécanisme. Si tu permets, Richard. Alors, votre programme social, dites-vous, est basé sur la discrimination positive. Discrimination positive en orientant donc la solidarité nationale des populations vers, surtout vers les populations les plus démunies. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Expliquez-nous un peu. Effectivement, vous voyez, la solidarité sociale au Gabon est orientée vers les nantis. Qui a les bourses présidentielles au Gabon? Non, c'est la question. Je vais y aller. Qui a les bourses présidentielles? Qui est soigné gratuitement dans les meilleurs hôpitaux du monde? Il y a la CNAMGS maintenant. Je dis qui est réellement soigné dans les meilleurs hôpitaux du monde? Ce sont des gens qui ont plus d'argent, qui bénéficient encore des meilleurs privilèges de la solidarité nationale. Mon rôle, c'est de renverser cela. Je disais aux journalistes qui étaient venus m'interviewer, je vis ça. Moi, vous savez, quand j'ai commencé à travailler, j'ai refusé de prendre les allocations familiales parce que j'ai estimé que je gagnais un peu d'argent et que je n'en avais pas besoin. Moi, je veux que les allocations familiales aillent vers les familles réellement démunies. Quand mes enfants ont eu la bourse, et pourtant à 16 ans, je ne leur ai pas donné ils ont eu le bac, je ne leur ai pas donné la bourse parce que je pouvais payer leurs études. Parce que je veux que les bourses aillent d'abord aux enfants des familles les plus défavorisées. C'est pour cette raison que je parle de la discrimination positive. Il faudrait que l'État investisse chez les plus faibles. Et je vais prendre un certain nombre de mesures à ce propos. Je disais que quand moi j'ai appris à Saint-Gabriel à Mouila, je n'étais pas de Mouila, je ne suis pas de Mouila, mais j'étais à l'internat. Ces internats ont été fermés. Quand je suis venu apprendre à Libreville, à Bessieux, je prenais le transport scolaire gratuit. Ça a été arrêté aussi. Je vais remettre ça en place, les internats, pour que les enfants de familles économiquement faibles, les enfants des filles mères célibataires qui ont beaucoup de problèmes, puissent aller dans ces internats. Ça permet aux familles d'être soulagées par ce fardeau. Quand je fais l'étude en 2005 sur les marchés de Libreville, j'ai découvert la souffrance des femmes. Tous les matins, une mère doit penser comment ces 5 enfants doivent aller à l'école, le taxi et le goûter. Et en plus de ça, parfois, la même mère a 3, 4 petits-fils qui vivent sous son toit. Et l'État ne fait absolument rien pour cela. Il faut que ça cesse. L'État doit appuyer toutes ces personnes. Quand vous regardez les personnes du 3e âge au Gabon, avec quels moyens? Les moyens sont énormes au Gabon. Le problème au Gabon n'est pas un problème de moyens, mais une question de volonté. J'ai appris qu'il y a des gens qui gagnent 160 millions par mois. Vous avez appris ça avec moi. Mais je trouve que c'est aberrant de gagner 160 millions par mois à côté des femmes qui sont incapables de donner 500 francs le matin pour que les enfants puissent aller à l'école. Mais en même temps, vous vous plaignez du traitement réservé aux députés. Mais pas 160 millions. Donc c'est cela pour vous promouvoir l'éducation.
Maintenant, ce qui concerne le logement social, vous dites, il vous faudra un logement social à moindre coût et adapté à notre culture. Comment sera ce logement? Je vais d'abord, j'étais en train d'expliquer que nous n'allons laisser aucun Gabonais au bord de la route. Où on a déjà entendu ça quelque part. Voilà. Parce que, regardez nos personnes du troisième âge. Aujourd'hui, vous les laissez mourir comme ça, abandonnées à elles-mêmes. Moi, je vais m'occuper de ces personnes-là. C'est véritablement la tendance au Gabon? Mais actuellement, allez-y à Mélène, vous allez voir ce qui se passe dans beaucoup de zones. Oui. Vous allez voir des personnes de troisième âge qui n'ont pas de soutien. Mais est-ce que ça, c'est dans nos cultures, d'abandonner les personnes du troisième âge? Mais c'est ce qui est en train de se faire, mais il faut rattraper cela. Oui, mais il y a aussi la responsabilité des parents. Mais je dis oui, mais moi, en tant que président, je vais assumer la responsabilité de l'État. De tous les parents. De l'État, parce que moi, j'ai mon père et ma mère, oui. même s'ils sont du troisième âge, je ne vais pas les abandonner tout de même. Mais il y a beaucoup de... Aujourd'hui, ça devient un phénomène social. Allez-y à Mélène, vous allez trouver dans quelles conditions certaines personnes... Il faut donc d'abord conscientiser les parents de ces Moi, je pense que l'État doit prendre ses dispositions. Quand un problème se pose, il faut créer des villages. Moi, je vais le faire, des villages papi, manis, comme ça que nous l'avons appelé. Quelles mesures envisagez-vous par rapport à ceux du troisième âge, par exemple? Il faut les encourager. J'avais entendu un moment dire qu'on va les soutenir, on va leur donner des aides. Moi, je ne vais pas le faire. Mais tous ceux qui sont réellement abandonnés, nous allons les recueillir pour les mettre dans les villages que j'ai appelés. Est-ce que vous n'êtes pas, par cette procédure-là, en train justement de créer aussi un mal? Vous dénonciez tout à l'heure le côté sombre de la gouvernance Bongo. Et d'ailleurs, on prenait, pour exemple, le Gabonais qui n'en veut pas assez, qui n'est pas assez entreprenant. Et puis là, vous décidez si vous êtes président, de doter chaque Gabonais, on va dire, de ses responsabilités. Non, je note pas. Je parle des personnes d'assumer ça par l'État. Je parle des personnes abandonnées. Vous comprenez? Je parle des personnes abandonnées. Je suis allé loin. Vous savez, nous avons des phénomènes ici. Quand un enfant, je vous ai dit que quand 100 jeunes Gabonais vont à l'école, il n'y a que 14 qui réussissent réellement. 86 sortent. Et quand vous regardez les 86, une bonne partie deviennent ce que nous appelons cool mongers ou bien braqueurs. Tous ces enfants, moi je compte mettre en place des centres de récupération, de formation et de réinsertion. Parce que le Gabon, nous sommes moins de 2 millions, nous ne devons pas perdre nos ressources humaines. Nous pouvons les récupérer, leur donner une deuxième chance et moi, je vais le faire. Oui, mais Monsieur le Président, oui. Ce que nous voulons vous dire, c'est que si vous prenez cet engagement, ça veut dire que moi, quand je nais, j'ai mes parents qui s'occupent de moi, qui prennent soin de moi. Et quand mes parents vieillissent, c'est le contraire. C'est à moi de m'occuper de mes parents. Alors donc, tout le monde va faire sciemment d'abandonner les parents parce qu'on sait que Monsieur le Président va les prendre et puis les caser quelque part. Non, il y a des personnes qui sont vraiment abandonnées et qui ne peuvent pas être recasées. Je crois qu'on va faire des enquêtes de moralité pour savoir qui on amène et peut-être interpeller les mauvais enfants. Oui. Mais je pense qu'il faut leur donner un cadre pour qu'ils puissent mourir dans la dignité, finir leur vie dans la dignité. Et nous allons nous occuper beaucoup de la natalité. Parce que j'ai dit, le Gabon, nous avons moins de 2 millions d'habitants. Nous devons encourager la natalité pour des questions économiques. Et actuellement, nous n'appuyons pas les mères. Et c'est pour cette raison, j'ai eu à prendre je prendrai certaines décisions. La première chose, c'est que le mariage traditionnel sera reconnu. Vous savez, actuellement au Gabon, les femmes vivent toute leur vie avec une personne. Au moment du décès, on dit, cette dame-là est pourtant dotée, ne bénéficie pas de la pension et autres biens du mari. Il va falloir légaliser ce mariage traditionnel. Pour la natalité, il va falloir donner une prime à la naissance. Moi, je l'ai évalué à 100 000 francs. Les gens m'ont demandé, vous allez trouver de l'argent où? 50 000 naissances par an, ça fait 5 milliards de francs CFA. Pour montrer à la femme que nous sommes l'État et à côté des femmes qui donnent la vie. J'étais à l'intérieur du pays et même ici, j'avais constaté que beaucoup de Gabonais n'ont pas d'acte de naissance. Et cela exclut totalement ces enfants à tout, à l'école, à l'aide sociale. J'organiserai des audiences foraines pour que chaque Gabonais puisse avoir son acte de naissance et je mettrai des centres d'état civil au niveau des maternités pour que quand un enfant naît,
l'enfant n'aille pas au quartier sans son acte de naissance. Nous devons protéger la mère, nous devons protéger l'enfant. Et en ce qui concerne les filles mères, nous ne devons pas les abandonner. Et c'est pour cette raison que nous devons, c'est vrai, essayer d'éduquer. Vous allez recueillir tout le monde, Monsieur le Président. Nous devons les éduquer, mais nous devons mettre en place des garderies pour que ces filles mères puissent laisser leurs enfants au moment où elles sont encore en âge d'aller à l'école. Ça ne doit pas les embêter. L'État doit encadrer sa population. Et nous devons aider. C'est pour ça que j'ai parlé de discrimination positive. Tous ces appuis sont au bénéfice des populations réellement démunies, réellement pauvres. À titre de rappel, pour la natalité, les femmes enceintes en ce moment sont prises en charge totalement. Hein. Celles qui accouchent dans les hôpitaux, 100%, elles ne payent rien. Mais je dis ceci, moi j'ai parlé de la prime à la naissance, elle n'existe pas. J'ai parlé de la question de l'acte de naissance, qui est encore un problème sérieux dans notre pays. Oui, pour et j'ai parlé de la garderie parce que vous savez, des jeunes filles qui ont des enfants aujourd'hui. Mais ça existe déjà, les garderies. Mais c'est en combien de garderies? Ça n'assure rien du tout. Oui, mais vous avez quoi comme moyen pour mettre les garderies un peu partout? Si le système en place a mis ceux qu'ils ont pu mettre, peut-être c'est par rapport aux moyens. Non, c'est parce que ce n'était pas une orientation politique. Moi, j'en ferai une orientation politique. Quand vous faites une orientation politique, on trouve des moyens parce qu'il y en a toujours. Alors, vous faites également allusion à la rupture avec le passé et définir les fondements d'un nouveau Gabon. Alors, c'est un programme ambitieux, rompre avec le passé. C'est ambitieux, là, comment vous... Mais on ne peut pas se présenter à une élection présidentielle si on n'est pas ambitieux, si on ne veut pas proposer quelque chose d'ambitieux. Sinon, on laisse tomber. Mais pas démesuré, quand même. Non, pas démesuré. Rompre avec le passé, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tout ce que nous venons de dire là. Moi, je dis, quand je vous dis... Autrement dit, un changement de mentalité. Non, je promets l'entrepreneuriat au lieu du fonctionnariat. Je crois qu'aujourd'hui, ce que l'État fait, c'est le fonctionnariat, les militaires, l'armée, les autres. Mais moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est d'amener les Gabonais à devenir des entrepreneurs. C'est rompre avec le passé. C'est aussi simple, Monsieur le Président. Mais pourquoi les autres le font? Pourquoi nous ne le ferons pas? Mais il y a un temps de transition. Prendre des décisions, des mesures, changer la Constitution, ça peut se faire très vite. Mais après, la population doit s'adapter. Mais il suffit de mettre les mesures en place et puis les gens vont marcher dedans, c'est tout. Si vous dites on embauche à l'armée, les gens viendront. Mais si vous mettez les mécanismes pour créer des entreprises, pour que les Gabonais puissent devenir des entrepreneurs, vous aurez des entrepreneurs gabonais, ils seront là. Vous dites ça comme si c'était un jeu, hein? Non, moi je n'ai jamais eu peur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait le forum sur les questions de l'agriculture avec la société civile, qui a abouti au projet Graines, les gens me disaient, monsieur Milam, c'est un rêve. Mais 6 mois après, il y avait un projet. Donc moi, je n'ai pas peur d'entreprendre, je n'ai pas peur d'avancer. Je crois que tout ce que je dis est faisable. C'est une question de volonté politique et de pragmatisme. Un point, un trait. Avez-vous initié un chronogramme d'action à poser de la première à la 7e année? Allez, un chronogramme d'action à poser? J'ai 7 ans. La première année, parce que je vais modifier la Constitution pour que la deuxième année ne soit que 5. Au bout de 7 ans, je vais réaliser ce que j'ai prévu dans mon programme social. Mais tout ce que vous dites là, si c'est sur papier, on sait qu'au Gabon, le problème, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les textes, ce n'est pas les décisions, ce n'est pas les suggestions, mais c'est surtout l'application qui pose défaut. Vous savez, quand vous avez enlevé déjà la corruption, parce que le plus grand problème du Gabon, c'est à ce niveau, l'impunité. Dès que les questions d'impunité sont réglées, les questions de corruption sont réglées. Vous, Président, c'est une chasse aux sorcières? Non, mais je vais mettre les choses claires. Je vous ai dit, on va faire la commission vérité et réconciliation pour solder le passif et dire aux Gabonais, à partir de ce moment-là, un franc qu'on investit pour la route doit réellement aller à la route. Point trait. Si ce n'est pas comme ça, la justice fera son travail, c'est tout. Ça peut vous prendre combien de temps à peu près? Après, je vous dis ceci, dès que j'arrive au pouvoir, les 3 mois qui suivent, on va aller au dialogue qui va durer à peine 1 mois ou 2 mois. La commission travaillera peut-être 6 à 7 mois. Et après, les nouvelles règles sont jetées. Donc vous êtes sûr que les gestionnaires de crédit viendront dire que nous, on a détourné dans tel secteur, bon, voici, on rend ou... Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'on va mettre la commission d'éthique en place. La commission d'éthique et la justice et le conseil des acteurs d'éthique, ils vont faire le travail, comme dans les autres pays. Quand vous gérez un budget, si vous le gérez mal, vous exposez à la justice et Vous avez également la commission d'enrichissement illicite, vous avez la Cour des comptes. Oui, chacun fera son travail, la Cour des comptes fera son travail, mais la Cour des comptes ne pourra pas travailler comme la commission d'éthique. Tout le monde n'a pas accès à la Cour des comptes. Mais je vous dis, la commission d'éthique,
sera accès à tous les citoyens qui peuvent dénoncer et la justice pourra faire son travail. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent aux citoyens de participer à la gestion de la chose publique et de contrôler la manière dont les politiques gèrent. Parce qu'il faut remoraliser la vie publique et la vie politique au Gabon. Monsieur Milama, dans le domaine de la protection de l'environnement et la promotion de l'économie durable, la création des parcs nationaux dans notre pays n'a pas apporté les fruits escomptés. Dans le domaine de l'emploi, l'impact n'est pas visible. Le rapport au niveau du budget de l'État reste encore timide, voire inexistant. Qu'entendez-vous faire justement pour essayer de booster ce secteur? C'est difficile de le booster sans faire une évaluation totale. C'est pour ça que la première mesure pour moi, parce qu'il y a beaucoup de partenaires dans ce secteur. Et aujourd'hui, nous le constatons, qu'on nous avait dit qu'il y aurait des emplois, mais les emplois n'existent pas. Donc pour moi, il est clair qu'il faut d'abord faire une évaluation globale pour réorienter cette politique. Pour le moment, c'est une politique à l'échec. Je regrette, mais elle a échoué. Mais nous avons 11% du territoire que nous avons classé en parc national. C'est quelque chose de très grave. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui de redéfinir une nouvelle politique à l'intérieur de ces parcs. Donc c'est pour cette raison que je vais convoquer tous les experts et tous les partenaires pour qu'ensemble nous trouvions des solutions qui soient acceptables par les partenaires et par les Gabonais. Parce que pour le moment, le Gabon ne gagne rien, pas grand-chose dans cette politique. C'est une politique d'échec à tous les niveaux, il y a quand même... non? Mais nous n'avons pas, je crois que vous venez de faire un bilan là-dessus, c'est-à-dire au niveau de l'emploi, il n'y a pas eu de création d'emploi. Au niveau de l'incidence... Et puisqu'il y a création d'entreprises, comment il n'y a pas d'emploi? Non, moi je n'ai pas vu des entreprises dans les parcs. Non. Il y a des emplois, il y a Olam... Non, Olam ne travaille pas dans les parcs. Il y a encore que... Sur ce plan, qu'en sera-t-il du conflit homme-faune? C'est un conflit que je connais. J'ai travaillé pour le RAPAC, le réseau des aires projets d'Afrique centrale, et j'ai vécu cela, la douleur des femmes qui voient toute une plantation dévastée et qui n'a pas de recours et qui peut passer l'année dans la disette. C'est pour cette raison que moi je pense qu'on peut essayer de créer des situations techniques, mais on n'a jamais trouvé une solution à cela. Ce qu'il faut faire, et ce que moi je vais faire, c'est de mettre un fonds pour indemniser les personnes victimes de la destruction des cultures. Parce qu'il faut comprendre que l'éléphant aussi, nous en avons besoin. Vous savez, l'éléphant, c'est l'éléphant qui cultive la forêt. Bien sûr. Donc, si nous éliminons les éléphants, nous allons aussi éliminer la forêt. Donc, il y a des intérêts entre les populations et les éléphants et nous. C'est pour cette raison qu'il faut indemniser. Et nous pouvons le faire en prenant des taxes sur les ventes des produits de la forêt, du bois et autres produits de la forêt, pour indemniser les populations qui seraient victimes et non les abandonner à leur propre sort. Mais elles seront toujours victimes dès lors que certains animaux comme les éléphants sortent de leur habitat naturel par le fait de la déforestation et l'occupation justement de certaines terres pour des plantes agricoles et industrielles. Mais quand vous arrivez dans la Lopé, il n'y a pas d'industrie. Par mais contre, il faut dire ce sont que les populations qui désertent non, c'est pour dire localité. que, vous savez, il y a un problème. Les populations, par exemple, ce qu'on appelle l'onkumu, les populations vont chercher l'onkumu, les éléphants aussi vont chercher l'onkumu. Donc, c'est donc dire que vous passerez le temps à indemniser les gens, puisque chaque non, fois, c'est ça. il faudrait mettre en place. Est-ce que l'indemnisation résout le problème? Mais il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas une autre façon de résoudre ce problème. Je ne pense pas qu'abattre les éléphants résoudra le problème.